tous, et non même, je vais vous dire bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour le débrief de ce qui va être l'élimination du Paris Basketball en quart de finale d'Eurocup. Prenez, prenez vos aises, asseyez-vous confortablement. On va être là pour débriefer un match qu'on n'a pas forcément aimé, on va pas se mentir. 104 pour Grande Canaria, 74 pour le Paris Basketball. Le score a été sans appel. On n'a pas forcément eu un match très serré entre les deux formations qui s'étaient déjà affrontées cette saison. Bref, on en a déjà parlé dans le live juste avant le match, et puis on va en reparler là avec Antoine qui est avec moi. Salut Antoine. Bonne nuit Flavien, bonne nuit à tous. Ouais, effectivement, horaire tardif déjà pour le match, donc horaire encore plus tardif qu'habituel pour enregistrer ce débrief de match. Débrief, voilà, je le disais un tout petit peu en préambule sous le ton de la blague, mais qui n'a pas été une partie de plaisir pour le Paris Basketball, qui a encaissé un différentiel de 30 points tout simplement dans son quart de finale. Un déplacement, alors on le savait déjà avant le match que Paris n'était pas forcément favori, que Grande Canaria fait partie vraiment de l'élite de l'Eurocup cette année, ils ont montré en saison régulière, et même là contre Bursaspor en huitième de finale, un caractère en tout cas, et une régularité à toute épreuve. Et la régularité à toute épreuve, on l'a vu euh, toute la partie. Grande Canaria qui a remporté simplement les 4 cartons du match, 32-30, 29-18, 21-12 et 22-14. Alors, si vous comptez bien la deuxième mi-temps, le score fait peine à voir, mais c'est bien ce qu'on a vu du Paris Basketball, qu'on a vu à 74 points. C'est assez rare pour le souligner, une marque aussi faible pour une équipe qui est quand même connue pour sa capacité offensive et ses qualités multiples en attaque. Bref, on va revenir un peu sur la partie en global. Antoine, allez, on va parler très généralement pour commencer. Donc il y a eu 30 points d'écart. On avait eu un match retour en saison régulière qui avait été aussi très compliqué, même s'il y avait des absents. Là, à part Kyle Holman et Chris Goulding, pas d'absents. Pourtant, ça a été encore pire. Est-ce que Paris n'a juste tout simplement pas été surclassé par une équipe qui était meilleure, ou alors il y a des regrets à avoir? Ça a été laborieux, ça a été laborieux. Un peu des 2 en fait, j'ai trouvé parce que le premier quart-temps, par exemple, Paris s'accroche bien. On sent quand même que Grande Canaria a une maîtrise supérieure, une expérience supérieure et on le savait déjà, on l'a mentionné lors du live, tu l'as dit tout à l'heure. Grande Canaria est favori de la compétition ou fait partie des favoris. Mais en fait, au fur et à mesure de la rencontre, Paris en fait est vraiment tombé dans ses travers et s'est mis des bâtons dans les roues en fait. C'est ce que je te disais en off. Le coach de Grande Canaria en général avait prévu et sondé les choses qu'il fallait, mettre en place pour stopper, le Paris Basketball, une attaque rapide, un rythme rapide, des qualités athlétiques, une présence au rebond, tout ça et en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas eu besoin de mettre en place ce qu'ils avaient préparé ou, pensé, puisque le Paris Basketball s'est vraiment mis, dans la mouise tout seul. J'ai trouvé ça enfin une obstination pour le tir, on va en parler tactiquement des choses à revoir et à notifier. Donc, il y a un peu des 2 en fait. C'est pas la façon c'est pas la défaite en elle-même qui peut être frustrante et ça s'est entendu par le ton de notre voix pour commencer ce podcast. C'est la façon dont tu perds en fait. Ce côté, à la fin du match, vraiment, on était là, mais pourvu que ça se termine parce qu'on n'a aucun problème à perdre contre Grande Canaria si c'est vraiment un baroud d'honneur, mais là, enfin, on va vraiment rentrer dans le détail, tactiquement, techniquement, tout à l'heure, mais enfin, au fur et à mesure du podcast. Mais là, c'est vraiment l'image qui a été montrée que je trouve assez catastrophique, quoi. Oui, 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 bah, on peut forcément être un peu abattu, je pense, si vous êtes supporter parisien. On va revenir en 2 points, 3 même. D'abord sur la stratégie défensive de Paris. On va parler un peu d'attaque aussi après, et après on va parler de Will Weaver parce qu'il a pas non plus été très, très inspiré, on dira, pour cette confrontation. D'abord la défense. Bon alors, comment on va résumer ça? Le Paris Basketball a encaissé 104 points, donc sans vous faire un dessin, ça a été, très, Allez, suivant. non mais ça, c'est un peu ça. Alors, Paris a pris les foudres de Chourna au début de match, puis après c'est Damien Inglis en 2e quart-temps qui a pris Grande Canaria sur son dos. Hem, Tous les shooters de Grande Canaria ont été aussi extrêmement adroits, hein.
On va parler de Balcherowski qui est certes un grand, mais qui fait 2 sur 3, Jess Slaughter 4 sur 7, Ferran Bassas 2 sur 4, John Chorna, j'en parlais, 2 sur 4 aussi à 3 points. L'équipe espagnole a donc shooté à 13 sur 29, 44,8% à 3 points sur la partie. On reparlera des statistiques opposées du Paris Basketball après, mais on voit déjà qu'au niveau du tir, ça a été vraiment une. Ils ont fait ce qu'ils voulaient en fait concrètement et on a. Je sais pas Antoine ce que tu as vu, mais moi en défense, moi je crois que j'ai rien vu de bien. Non, j'ai une action de Juan en début de match dans le carton où ça tenait la route, qui est bien. Mais voilà, résumé, la rencontre. Non, mais Oui, en oui, moi défense, hein, je aussi. parle. Hein. Mais c'est pour Je- ça, sinon, bah, là, vraiment, j'extrapole. Non, mais quand je dis une action, non, mais quand tu dis une action, mais moi, c'est même dans les idées, dans ce que tu proposes et dans les attitudes, tu vois. C'est là où, franchement, je ressors rien, Non, perso pas en du tout cas. tout. Vraiment, ils ont les Espagnols ont vraiment dominé la rencontre et fait ce qu'ils voulaient parce qu'en fait, en face, il y avait une défense qui était très passive, que ce soit, voilà, sur les tirs extérieurs, à l'intérieur, il y avait quand même beaucoup de j'ai trouvé cette équipe parisienne très tendre à l'intérieur. À un moment, Will Weaver dans un écran, après avec le son, le bruit de la salle, on n'est pas sûr, mais il leur demande vraiment de contester les tirs de manière un peu plus sérieuse. En limite, il leur demande de lever les bras, clairement, parce qu'il y a eu des moments, je pense par exemple à Ismaël Kamagaté, mais c'est vraiment, symptomatique de toute l'équipe. Il y a aucune pression faite sur le porteur du ballon, sur le joueur qui va attaquer le cercle. Ça a vraiment été, on a vu une équipe parisienne extrêmement naïve face à une attaque, de Grande Canaria qui était d'une efficacité, tu l'as cité, vraiment létale, quoi. Et quand tu à aucun moment Paris a essayé de changer sa façon de faire, que ce soit des 2 côtés, mais on en reviendra, pour justement pour changer, pour s'habituer, proposer autre chose, essayer de pousser, Grande Canaria dans ses retranchements, les pousser à changer potentiellement de stratégie. Ils ont rien eu à faire. Ils ont fait la même chose du début à la fin, ça a marché. C'est juste les joueurs qui ont changé, en fait. Chacun a eu ses moments. Tu as cité, voilà, tu as cité, pardon, Chourna, tu as cité, Bassa, ça en a fait partie, Inglis, Balcherowski. Ils ont tous eu l'occasion de briller parce qu'en fait, ils ont tous été bons. Il y a qu'un joueur de Grande Canaria qui a pas marqué de points, c'est, Stevic, mais sinon, ils ont tous eu l'occasion de briller parce qu'en face, ça a rien proposé défensivement et c'est extrêmement dommage. Oui, et puis pour revenir un peu là sur ce qu'on disait dans le live d'avant-match, on disait c'est une équipe, Grande Canaria, qui a une pluralité de profils pour marquer des points, pour retrouver dans des situations multiples qui font que pour les empêcher de scorer, il va falloir être bon sur à peu près tout type de défense. Là, sur l'histoire de lever les bras, en fait, c'est symptomatique et tu le vois plusieurs fois. euh, et même tu l'as vu quasiment tout le match en fait, c'est sur les shoots mi-distance. Euh, Ils se sont régalés. En fait, c'est pas une équipe qui a essayé vraiment d'aller se frotter à l'intérieur, même si bah, Damien Glis justement l'a bien fait. Mais les grands ont trouvé beaucoup de shoot mi-distance, même à 0 degré. Et en fait, bah, les défenseurs parisiens, je pense, ça avait peut-être une consigne de rester bas. Ou alors, ça n'a pas été scouté, mais ça, je reviendrai après sur le monsieur qui est censé faire ça. Mais quand tu vois les shooters, en fait, étaient libres de shooter à mi-distance, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et tes intérieurs, en tout cas, que ce soit Kamagaté, même s'il finit avec la meilleure évaluation de l'équipe, on fait pas un match foufou. Evans fait un match fantomatique, et c'est l'une des premières fois où on le voit Très vraiment. compliqué. Ouais, ouais, mais c'est l'une des premières fois où on le voit aussi peu, comment dire? Avoir un impact sur le jeu parisien. Tu n'es pas aidé forcément par certains de tes ailiers qui ne montrent rien et en fait, bah, quand les intérieurs étaient un peu laissés seuls face à eux-mêmes, tu tu es les arrières étaient, je trouve, constamment en retard sur les shooters. Ils passaient sous les écrans, pouf, ils étaient sanctionnés. S'ils passaient par-dessus, ils étaient en retard et ça allait sur du pick and roll, ça allait retrouver des intérieurs, lancés. Il y a un alley-oop, je crois que c'est pour Diop.
Oh là là, mais la vitesse d'exécution, les Parisiens, ils se regardent, c'est en deuxième mi-temps, ils se regardent, ils sont perdus parce qu'ils ils étaient complètement, en fait, à l'ouest en défense et quand tu as pris 61 points en première mi-temps, et on en prend 61, c'est quand même c'est quand même fou. C'est ce qu'on se le disait à la mi-temps, justement, sur le ton de la rigolade. Hem, Ils ont mis plus de points à la mi-temps qu'ils n'en avaient mis à Londres sur tout un match pendant la saison régulière, où ils avaient gagné 60-57. Ah ouais, nous, Paris en a encaissé 61. C'était c'était assez pourri, en fait, niveau défensivement. Je suis désolé de dire les termes comme ça, mais quand tu vois le niveau de jeu qui a été proposé en défense dans un match où alors tu savais que ça allait être un duel d'attaque, hein, mais par exemple, contre les Kabylie, c'est un duel d'attaque dans lequel tu défends et c'est là, moi, où il y a toute la différence. C'est que contre Canaria, encore une fois, tu es pas forcément obligé de gagner, hein, tu es pas le favori, ils sont bien plus forts que toi sur le papier, mais il y a un visage à montrer qui doit être beaucoup plus, combatif, cohérent et cetera et là, franchement, tu vois la hargne défensive que tu n'as pas su mettre, ça le visage, en fait, il change complètement par rapport aux dernières semaines, aux derniers matchs qu'on avait pu voir du Paris Basketball et c'est là où moi, j'y vois un frein, en fait, à tout le travail qui avait été fait depuis, bon, on va dire le mois d'avril, globalement. Tu as utilisé un mot qui est intéressant, c'est cohérent en fait. Ça, c'est vrai que c'est totalement la prestation de ce soir est totalement incohérente par rapport à ce qui est montré depuis quelque temps et par rapport à ce qui a été montré, contre Liet Cabelis, il y a une petite semaine maintenant. Le côté oui d'accord, tu proposes un jeu offensif, un jeu très basé sur l'attaque face à une des meilleures attaques, de la compétition, sachant que toi-même, tu es une des meilleures attaques. Le problème, c'est comme tu as dit, contre les Kabylies, tu défendais et de cette bonne défense ou cette défense au moins sérieuse et rigoureuse, cohérente, pour reprendre tes propos, tu peux te permettre d'attaquer de manière plus fluide, d'avoir plus de réussite aussi et ça, on l'a pas vu ce soir et comme, encore une fois, je te paraphrase, mais c'est pas le problème, je me paraphrase même moi-même. C'est tu peux le perdre ce match, c'était même, limite, on va dire que c'était la logique aurait voulu qu'on le perde, on l'a perdu, donc la logique a été respectée, ou du moins, voilà. Sauf que voilà, c'est ça, c'est comment tu perds le match et comment tu ne montres en fait aucune limite, tu as l'impression que tu as même pas envie d'avoir un sursaut d'orgueil, un mec qui va se dire: «Non mais c'est enfin, me prendre 30 pions en quart de finale, ils ont beau être meilleurs que moi, ça se enfin, j'ai pas envie quoi». Sauf qu'à la fin, les mecs étaient totalement, ouais, désemparés ou ils avaient plus envie, ils avaient envie de rentrer chez eux, quoi. C'est parce que, ils étaient ailleurs et très vite, j'ai trouvé. Là où on peut être un peu plus surpris, pas forcément la défense, mais l'attaque, je te propose qu'on passe sur ce pied-là. Donc l'attaque 74 points, pareil, c'est une marque assez faible quand on connaît les prestations, régulières du Paris Basketball qui est l'une des meilleures attaques d'Eurocup, qui a, régulièrement dépassé les 90 points cette saison, qui a été, et là, qui a été muselée. Alors, il y a la défense de Gran Canaria qui a fait des belles choses. En même temps, ils ont des spécialistes aussi en défense. Ils ont du matériel. Mais alors, si tu le ballon tourne super mal, tu finis avec 10 passes décisives pour 14 ballons perdus. C'est-à-dire que ton ratio de perte de balles, ton assist ratio, je vais y arriver, ton ratio assist turnover est négatif. Tu avais déjà avant le début du match, le ratio assist turnover le ou le deuxième le plus, faible, de l'Eurocup cette saison. Je crois que c'était 1,14 alors et en face, c'est une équipe qui te laisse pas ce genre de choses, eux, c'est 22 passes décisives pour 8 pertes de balles, donc on est à plus de 2, voire quasiment 3 de ratio assist turnover. On voit des joueurs, par exemple, un Tyron Wallace qui a été, assez inopérant dans son jeu, beaucoup d'ISO. On voit très peu la balle bouger. Hem, En plus du fait que tu pas été capable de forcer des pertes de balles, toi, tu as perdu des ballons. Bref, Antoine, je te laisse peut-être un peu partir sur le côté attaque. Qu'est-ce qui, toi, peut-être, t'a marqué le plus en négativement? Parce que, il y a 2-3 choses positives, je pense, mais dans le global, on y voit du négatif parce que c'est censé être un point fort parisien qui, ce soir, s'est transformé littéralement en point faible. C'est vraiment un point faible. Non, évidemment, il y a pas que du négatif, mais on va retenir que ça.
Encore une fois, quand tu vois le score et la prestation qui a été montrée, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est le jeu en isolation. On ne voyait pas le ballon tourner. Toi, tu dis qu'il tournait mal, mais il tournait même pas du tout, en fait. Tu fais 10 passes décisives dans la rencontre. Dans la rencontre, tu fais 10 passes décisives. À la mi-temps, Will Weaver, on lui pose la question: «Comment se rattraper?» sachant que tu es déjà mené à la mi-temps et qu'il y a quand même un beau gap. Comment revenir dans la rencontre et comment faire en sorte de revenir petit à petit dans ce match? Il a dit: «Limiter les pertes de balles». Visiblement, ça a pas été le cas, mais encore une fois, une perte de balle, il y a du déchet dans ton jeu, c'est normal vu le jeu qui est proposé. Mais en fait, là, il y avait pas de jeu proposé. J'ai trouvé vraiment que chaque joueur était livré à lui-même, où chaque joueur partait dans sa conquête du panier et ça, c'était vraiment fatigant. C'est-à-dire qu'en fait, les tirs rentrent pas. Tu es à 4 sur 23 au tir à 3 points, ça rentre pas. Tu as des lancers, bon, tu as 66 au lancer, mais bref, ça rentre pas de loin. Du coup, on retrouve un Paris Basketball qui va, par des individualités, chacun son tour et des joueurs plus que d'autres, vraiment, essayer de mener le jeu, mener le scoring à leur enfin, pour eux, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, on a plus l'impression que les mecs font ça pour gagner, mais ils font ça pour augmenter leurs stats et je dis ça et je pense que ça se trouve, c'est peut-être pas le cas, mais c'est l'image qui est donnée, en fait. Il y a aucun jeu collectif, il y a aucun ballon, aucun vraiment, ouais, enfin, la défense de Grande Canaria aurait pu ne bougeait pas, en fait. À aucun moment, les mecs sont amenés à switcher, il y a très peu d'écrans ou alors les écrans, bah, on les connaît, c'est pour certains pour envoyer des longues passes transversales, dignes d'un autre sport américain que celui du basket. C'est frustrant, tu as vraiment l'impression d'avoir une équipe en arrêt. Alors que c'est dommage parce que, Bégarin, pour citer que lui, on en parlera un petit peu plus après, a montré justement une vraie agressivité, cette envie de mouvement au début de match qui a vraiment disparu, qui a commencé petit à petit à disparaître, dans le deuxième quart-temps et qui est plus réapparu du tout dans le 3 et quatrième. Ouais, je regardais un peu la feuille de match, puis je me souviens de ce qu'on disait un petit peu aussi pendant le match, on l'a vu ensemble, mais tu vois, Amir Sims, que moi j'ai trouvé très, très effacé, même s'il a eu un bon coup de chaud dans le troisième quart-temps qui te fait croire à peut-être que tu peux revenir, mais bon, bah, c'était évidemment une fausse piste. Mais là, je le trouve effacé dans son match offensivement. On a cité un petit peu Evans qui était complètement muselé et qui a pas trouvé qui a passé un sale match, que ce soit en défense ou en attaque, il a pas été trouvé. Ah là, ça a Un été long, hein. un Gauthier Denis rate des shoots ouverts, mais il finit à 1 sur 6 à 3 points. Tu te dis: «Bon, ça fait beaucoup». Tyrone Wallace, Amar Gigic, il combine 0 sur 3, 0 sur 3 à 3 points. Axel Toupane, 0 sur 2. Bref, tu fais un peu le tout. Quand tu vois ta non-réussite à 3 points, elle est là pour moi. Il est là pour moi le match de Paris où il se loupe aussi en attaque. Ce qu'on a dit, c'est un duel d'attaque, mais pour être un duel d'attaque, Paris doit absolument être efficace à 3 points. On le sait que c'est pas une équipe efficace, hein, c'était seulement à 30 de réussite en Eurocup cette saison. C'était le pourcentage le plus faible, tout en sachant que tu étais la 4e équipe qui en tentait le plus sur les 20 équipes qui étaient engagées dans la compétition. Donc, il fallait passer ce step que tu n'as pas été du tout capable parce que tu finis à 4 sur 23 à 3 points, 17. Tes lancers francs, bah, bon, tu en loupes 8, mais bon, voilà, on en parle, trop souvent pour que ce soit, enfin, que ce soit, comment dire, anormal, hein, 66, limite, c'est l'habitude. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est Amir Sim, certes, a pas été dedans, il prend 5 fautes très rapidement, et Tyrone Wallace, à 6 minutes de la fin, il a déjà ses 5 fautes. Donc tu as une gestion en plus des fautes de tes euh, joueurs censés faire la différence en attaque, qui moi, j'ai pas tout à fait compris. En plus du fait que tu en as qui sont à compter de leur pompe, bah, c'est pas, tu leur donnes vraiment pas les armes pour aller au bout. Et puis eux n'étaient peut-être pas inspirés aussi ce soir, hein. Ça arrive des matchs sans. Le problème, c'est que des matchs sans, le problème, c'est que là, il y a eu 10 joueurs qui ont eu quasiment un match sans, et collectivement, en fait, c'est plus ça qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on a vraiment vu une équipe limitée collectivement où, bah, tu l'as dit, ça joue, un joueur va faire son action, ça marche pas, un autre joueur va tenter un truc, ça marche pas, un autre joueur va tenter un truc, ça va pas marcher, on perd la balle, et où on prend un tir catastrophe, ou voilà.
c'est là où, franchement, je pense que les supporters parisiens ont pas forcément apprécié ce match quand tu le vois la qualité du basket qui a été proposé, que ce soit offensivement et puis défensivement. Et c'est là, moi, où je t'offre une transition, toute trouvée sur notre ami Will Weaver, le coach parisien. Moi, si je caricature ce que j'ai vu, et je vais te lancer là-dessus, est-ce que tu penses que Will Weaver sait s'adapter à l'équipe adverse ou sait scouter une équipe? C'est pas ce qu'on disait dans le live d'avant-match justement. Est-ce que Weaver va s'adapter à certains matchs dans le match? Parce que j'ai l'impression que ça a pas été enfin, c'est pas l'impression, enfin si, c'est vraiment mon impression parce que je parlerai pas en son nom, mais franchement, il y a eu à aucun moment j'ai ressenti et je sais pas, ce sera intéressant d'avoir l'avis de nos auditeurs et qui ont vu le match et le tien après. Un coach qui vraiment va poser le bon temps mort pour casser le rythme, va trouver le bon système ou le bon ajustement justement, c'est le cas de le dire, pour, confronter, repousser Gran Canaria dans ses limites, pour, répondre en fait à un moment. On a juste vu quelqu'un subir, recadrer quelque chose. C'est pas un sanguin, c'est son comportement est là-dessus. Il y a pas de bon ou de mauvais comportement tant qu'on coach son équipe correctement. Et pour le coup, il y a un moment, on a l'impression que le bateau il coule et le capitaine, il abandonne le navire, quoi. C'est la métaphore que j'ai vue. Il est pas parti, il a pas lâché sa tablette, il est parti. En fait, il a continué de faire ce qu'il faisait, ça en aucun moment, comme tu l'as dit, modifié un petit peu sa gestion de ses atouts, on va les appeler comme ça, Tyrone Wallace, Samir Sims, sur qui on pouvait compter davantage aujourd'hui et que du fait de leurs fautes, bah, n'ont pas pu apporter autant qu'ils voulaient. Mais, on peut en vouloir aux joueurs sur des fautes qu'ils commettent, mais surtout au coach enfin qui ne leur empêche pas de commettre ces fautes-là, qui ne les arrête pas en fait. Et ça a été un très problématique. Quand on voit, bah, après ça sera une avant transition, quand on voit le jeu proposé par certains joueurs qui donnent encore une fois une impression de faire par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes sans écouter une consigne et qu'il y a aucune action derrière, ben, il y a beaucoup de questions à se poser et à lui poser en fait, avec des réponses claires et cash en fait. Ça serait intéressant de savoir, comment lui il a vu ce match parce que franchement on a l'impression qu'il a subi sans jamais vraiment, tenter d'annihiler, l'équipe qu'il avait en face, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il est venu sans plan de jeu spécifique, pour ce match. Peut-être qu'il s'est dit: «Avec notre force». On va mettre des points, on va courir, on va mettre des Non, mais points. oui, ouais, mais tu rigoles, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, ce qu'il a tenté. Heu, i on a J'ai pas vu de choses qui m'ont particulièrement marqué, que ce soit des partis pris en défense ou en attaque, qui soient forts. Je ne comprends pas forcément comment il gère les minutes de ses joueurs. Heu, voilà, Tyrone Wallace joue 25 minutes. Bon, certes, il sort assez tôt, mais il allait pas jouer 30 minutes. Gauthier Denis joue 27 minutes alors qu'il est à côté de ses pompes. Il défend pas trop mal, mais enfin, sans ballon, il se débrouille bien, mais quand on lui a donné les shoots, il les a pas mis. Un garçon comme Sims joue 23 minutes, il est, pareil, il prend 5 fautes assez vite. Toupane 20 minutes, bon, faire un match, voilà. Joker, Joker, pas Amar le formidable personnage joué par, Joaquin Phoenix, hein. Joker, la carte, là. Bah, Amar Yegic, 17 minutes, c'est 17 minutes de trop. Et en fait, déjà, il a pas forcément beaucoup de solutions et comment il les utilise super mal. Et il propose rien. S'il y a des joueurs, ils ont besoin d'être dans des contextes collectifs qui vont les aider. Et on voit par exemple un joueur comme Gauthier Denis qui est à 1 sur 6 à 3 points, qui est pas forcément adroit, mais qui n'a pas, été mis, on va dire, dans les bonnes conditions. Et puis, en fait, globalement, j'ai eu l'impression que Will Weaver dans son match, il est arrivé et il a posé ses fesses sur le banc et il a attendu que le temps passe parce que, heu, i j'ai l'impression qu'il s'attendait à perdre et qu'il n'a rien fait pour, que ça n'arrive pas, en fait. Et un exemple criant, moi je suis d'accord avec ce que le commentateur de Squeak disait, en fin de match, quand il pose un temps mort, il reste 20 secondes, ça n'a absolument aucun sens de ne pas le poser quand il y a la maison qui brûle en 1re mi-temps, en fin de 1re mi-temps, 3e quart-temps, et cetera. Pourquoi tu viens le poser maintenant que la maison elle est brûlée? Ça n'a absolument aucun sens. Et voilà, en fait, c'est juste moi
je n'ai rien compris à ce qu'il a proposé. Oui, bah, oui, tu demandes à tes joueurs de lever les bras sur des mi-distances, mais pourquoi tu dois leur répéter, après 5 minutes, 10 minutes de jeu? En fait, c'est pas qu'ils doivent lever les bras, c'est que les mecs ne montent pas et si c'était, le choix de ces joueurs-là de pas monter sur les grands, par exemple, qui shootent, OK, il va pas monter une fois, tu vas lui faire la consigne et derrière, il va monter sur le shooter. Sauf qu'en fait, ils ont jamais à changer de stratégie et puis, bah, il y a un problème avec cette équipe et je te laisserai partir après sur Weaver et compagnie, mais quand tu vois, par exemple, un joueur comme Amar Yekic, bon, j'ai dit, il devrait pas avoir le terrain 17 minutes. En fait, quand vous voyez sa performance sur le terrain, il prend le ballon, qu'il soit avec des jeunes, ce qu'il fait déjà toute la saison, mais même là aujourd'hui avec des coéquipiers plus affirmés, et franchement pour qu'il te rende la balle, faut s'attendre à un miracle. Il a la capacité à être un coffre à ballon, fantastique et à ne rien faire de bien avec et c'est rigolo parce que pendant un match, en fait, tu listes limite les moves qu'il a en stock, il y en a trois quatre Pas et puis limite, c'est, ouais, pas limite. je sais bien que je parle à un client qui n'a qu'une envie, c'est de l'attaquer un peu là, mais voilà, si de un tu proposes en fait, si tu proposes rien à des joueurs qui ont besoin d'être encadrés et d'avoir des idées tout simplement, plus claires et plus développées sur les schémas de jeu en attaque ou en défense, s'il y a des joueurs qui, si tu les laisses tout seuls faire ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi, en fait, il faut agir et moi, je trouve qu'il coach mal là-dedans. Alors encore une fois, tu joues contre Grande Canaria, c'était le favori, tu as fait un super parcours en Eurocup. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans ce podcast et qu'on est très négatif, mais la globalité est quand même positive dans la compétition. Mais voilà, force est de constater que tu t'es fait outcoacher et en plus que tu t'es fait ramasser par les joueurs adverses. Ah, ça me fait doucement rire, en fait, ce côté se faire outcoacher par un coach qui pourtant, je pense qu'il avait prévu une bataille de coach vraiment de il avait bien cerné les problèmes qu'il pourrait rencontrer et au final, en avoir l'impression, il s'est dit: «Mais en fait, c'est bon, les problèmes, ils se les posent tout seuls ou alors ils se remettent pas en question. Moi, j'ai plus rien à faire, j'ai juste à jouer mon basket et bah, c'est cool, mes joueurs vont être en confiance». De toute façon, le coach l'avait dit, le coach de Grande Canaria l'avait dit. Avant le match, ces joueurs n'avaient jamais été autant en forme mentalement que là, donc alors là, c'est le summum maintenant, c'est le nirvana, mais non, pour en revenir un petit peu à Gueguitch, tu l'as dit, enfin, il fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un cadre et lui, il en a aucun et quand il a pas de cadre, il est vraiment tout seul et c'est très frustrant vraiment, même quand tu vois que quand il y a des jeunes joueurs ou il y a une séquence que je trouve vraiment, marquante, mais oui, il y a certains moments déjà où je note, enfin, c'est du sarcasme sur le moment, mais tu sais ce qu'il va faire parce qu'il a quelques actions possibles, parce qu'on voit toujours les mêmes, en fait, de lui, puisque voilà, le ballon tourne pas, il rend pas le ballon, donc en fait, tu sais ce qu'il va faire, enfin, on commence à le connaître et il y a une action qui m'a vraiment, un peu agacé ce soir. C'est dans la dernière possession quand Maël Amon-Crespin, Kian Maloya et Mohamed Diawara sont là tous les 3 avec Kamagaté et Gueguitch. Diawara a la balle, il demande un écran à Kamagaté. Kamagaté dit: «Non, sers Gueguitch». Alors là, tu peux être sûr qu'il ne revoit plus jamais la balle. Il prend un tir, mais absolument immonde, alors qu'il y avait quand même du mouvement et tu as quand même des jeunes autour qui peuvent c'est pas parce qu'ils c'est l'impression que ça donne, mais tu as vraiment l'impression, c'est pas parce qu'il a 17 ans que le mec, il peut pas lui aussi, apporter quelque chose offensivement, faire quelque chose. Il est vraiment Ah non, tout seul. mais Il joue avec des dans œillères. dans la tête de Gigic, le ballon, c'est Peggy 18. Avoir le ballon, c'est interdit aux moins de 18 ans. Non mais je te jure que c'est vrai. Genre vraiment, pour le nombre de séquences qu'on a vues avec la balle depuis, quand lui il est avec la balle avec les jeunes depuis le début de saison, c'est infernal. Ils ont pas le droit de toucher la balle, ils sont là à attendre, ils ont pas, Limite, ils se font engueuler. Ils se font engueuler. mais c'est presque ça, mais c'est presque ça. Bon, plus sérieusement, peut-être on va avancer et pas forcément taper sur ce bon amarre. On va parler peut-être du profil d'un des seuls joueurs en tout cas qui a été, plutôt performant, par John Bégarin qui encore une fois dans un match, avec de l'importance, un match, à élimination directe, s'est montré à son avantage. On l'avait déjà dit contre les Kabylies qu'il avait été excellent.
Là, il a encore été très bon, moins évidemment, de par, aussi l'entièreté de son match, hein. Il fait surtout une très bonne première mi-temps. Il termine avec 18 points, 6 sur 8 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 relancés. La feuille donc au tir, elle est très, très bonne. 3 rebonds, 2 passes. Alors il perd 4 ballons. En même temps, il a tenté beaucoup de choses. Encore une fois, c'était beaucoup d'ISO. 16 d'évaluation, pour boucler le tout. Heu, Antoine, moi j'ai beaucoup aimé son jeu de 1 contre 1. C'était, je trouve, quand on parle d'ISO, lui, il est capable, quand il domine son adversaire physiquement et qu'il y a un peu de spacing autour de lui pour lui permettre de pénétrer, vraiment, lui, là, il a un atout physique et il a su, en tout cas, l'utiliser de la meilleure des manières en début de match, parce que sinon, bah, le début de match aurait été encore plus catastrophique qu'il ne l'a été, pour Paris. Ah mais il a vraiment, illuminé le début de match par sa férocité, voilà, son agressivité, positive, hein, dans la raquette des Espagnols. C'était vraiment, très agréable et c'est rassurant d'avoir ce genre de joueur dans ces moments-là. De voir que tu es pas serein en début de match, tu as un joueur qui, dès le début de la rencontre est dedans et concentré. Défensivement, voilà, tout à l'heure, je prenais l'exemple de sa séquence défensive, mais on a quand même un joueur qui essaie de faire pas mal de choses, qui accélère le rythme. En fait, il joue comme le Paris Basketball était attendu, ce soir et ça fait du bien, en fait, de voir ça, comme tu l'as dit. C'est à l'image de sa rencontre contre les Kabylie ou même contre Nancy, qui était quand même une rencontre assez intéressante, où il a vraiment brillé en fin de match, pour le coup, même si la globalité de sa rencontre était bonne et dans cette provocation-là, il a été extrêmement agaçant pour la défense adverse. Il va sur la ligne des lancers, je trouve qu'il a pas de déchets dans cette rencontre-là. Il va se battre au rebond sans pour autant manger la place de certains autres joueurs qui se sont mêlés un petit peu à cette lutte-là, même si on sait que Grande Canaria n'est pas non plus, très friande de ce genre de bataille. Mais non, heureusement que Jeanne Béguerin était là, je trouvais ce soir, même si comme tu l'as encore dit, sa prestation globale, elle a été un petit peu rouillé sur la fin de match, au fur et à mesure de la rencontre. Mais quand on voit la copie globale, elle est quand même très encourageante et c'est limite l'une des seules, parce que je dirais pas que c'est la seule, mais c'est vraiment l'une des seules qui est encourageante ce soir et pour un jeune joueur qui prouve qu'il a des capacités dans des matchs où il est attendu à répondre présent. Après, est-ce que s'il avait été un peu plus aidé, si la physionomie du match avait été un dans meilleure, pour toute son équipe, il aurait pu briller encore plus parce que c'est quand même un joueur qui brille aussi dans un collectif. Oui, bah, je souscris quasiment à tout ce que tu dis. Je rajouterais que j'ai eu cette impression, visuelle du joueur, quasiment du seul, qui refusait la défaite, de se faire, en fait, rouler dessus, en début de match et que c'est pour ça que Paris tient la route. Aussi parce que, voilà, c'était en début de partie, plutôt efficace. Mais Juan, il termine à la mi-temps à 15 points. J'ai trouvé vraiment sa première mi-temps de très, très belle facture et de niveau européen sur Twitter, j'en ai un peu parlé là, ce matin, il y avait un article de Basket Actu qui avait été un peu à charge, mais moi j'avais globalement été d'accord sur la globalité de l'article, mais justement, la question se posait sur est-ce que Jeanne Béguin est capable est-ce qu'il avait progressé? Est-ce qu'il est capable de se montrer au meilleur niveau au moment où ça va compter? Hem, sur la progression, on en avait parlé, je me souviens, à la mi-saison dans notre podcast, en Betclic Elite en tout cas, moi, c'était un point que j'avais mis en avant, c'était que je voulais voir Jeanne Béguérin passer un step parce que je trouvais que son évolution n'était pas forcément positive depuis le début de la saison. Il avait eu un très gros match contre Monaco. Derrière, il avait un peu, subi peut-être son retour de blessure et je trouve enfin, jusqu'à là, entre le mois de janvier et le mois d'avril, que c'était pas forcément le cas ou que c'était par séquences très courtes et là, pour le coup, depuis une semaine, les 2 matchs à élimination directe qu'il a eu contre Kabylie et contre Gran Canaria, pour moi, John Béguin a fait des matchs de très haut niveau et a montré ce pourquoi, limite, il a été drafté, en fait. C'est le seul qui avait du caractère sur le terrain, le seul qui, techniquement, je l'ai trouvé vraiment, dominant, face à ses adversaires. Il termine seulement à 16 d'évaluation, mais je trouve que la feuille de stats
rend pas forcément, justice à son match qui a été de très bonne facture, que ce soit en attaque ou en défense, mais c'est plutôt en attaque où j'ai été, agréablement surpris. Heu, Sélection de tir à 3 points, très bonne, et surtout sélection de tir à 2 points où vraiment il prend le dessus sur son vis-à-vis. Ça a été plutôt, plutôt pas mal. Antoine, il y a aucun tu rien d'autre en fait à ajouter ou on peut boucler ce podcast? Non, je pense que tu as tout dit, tu as bien résumé, ce qu'on attend de Bégarin et son comportement de battant, ce qui est très appréciable. Eh bien, son comportement de battant, on va en avoir besoin côté parisien, bientôt. On va pouvoir, boucler ce podcast qui est évidemment un peu négatif, même si la saison a été positive pour Paris en Eurocup. On reviendra sur un épisode plus tard dans la saison sur, un résumé de la 1re saison européenne du Paris Basketball dans son histoire. Prochain rendez-vous pour nous, ce sera le 25 avril Le Mans, contre Le Mans. Un match à l'extérieur, qui sera capital pour la suite de la saison en Betclic Elite. Puis après, ce sera, Roanne en championnat. Ce sera cette fois-ci à domicile. C'est le 29 avril, si je dis pas de bêtises. On a eu quelques soucis d'enregistrement dans ce podcast. Je sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, on s'excuse. Pareil pour le live, qu'on a retiré de YouTube, après les soucis d'enregistrement qu'on a eu, bah, vraiment toute la soirée qui sont assez inhabituelles, je vais pas vous le cacher. D'ici là, d'ici le 25, bah, portez-vous bien et puis, si vous avez, envie de nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur YouTube, des étoiles sur les applications de podcast comme Spotify et puis, bah, nous suivre sur ces différentes plateformes ou sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @paribet-8onair, Paris Basketball on Air sur Facebook et Instagram. Voilà, je termine un peu vite parce qu'on a, je vous le dis, des soucis. Antoine, merci de m'avoir accueilli m'avoir accompagné, de pardon, rien. surtout. Il est 1 du matin et qu'on en a Il marre de est tard, t'inquiète pas. il est un peu tard aujourd'hui. Merci Antoine, du coup, de m'avoir accompagné sur ce podcast. On se retrouve, très vite pour une nouvelle émission. Allez, ciao. Salut.